Bonjour à tous les mangeurs de livres. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu vous parler de bouquins. Eh oui, j'avais la tête dans le guidon et j'avais pas le temps. Mais c'est pas faute d'avoir pensé à vous. Donc là, j'ai pris un petit moment pour vous parler des livres que je mange en ce moment. Voilà. Ou plutôt d'un livre en particulier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui s'appelle Voyage à Tombouctou de René Caillé. C'est un récit de voyage du premier occidental à avoir atteint Tombouctou et à en être ressorti vivant. Et en fait, ça va être même un podcast de croisé parce que je vais vous parler en même temps d'un autre livre qui raconte la même histoire, qui avait été écrit par Frison Roche et qui s'appelle Abdallah, l'esclave de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, l'histoire de René Caillé, j'ai d'abord découvert par le biais de ce livre, quand j'étais au lycée. Et ça m'avait complètement mind-blowé. Et je m'étais dit, mais c'est qui ce mec? On n'en a jamais entendu parler. Et Frison Roche, comme vous le savez, il est plutôt adepte des romans d'alpinisme, genre Premier de Cordée, c'est encore connu aujourd'hui par exemple, et de montagne quoi. Et je crois que c'est la seule incursion qu'il a fait dans un genre différent. Et pendant longtemps en fait, ce bouquin, il était resté dans un bout de ma tête. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au récit de voyage entre guillemets plus sérieux, euh, j'ai parcouru toutes les différentes maisons d'édition qui justement publiaient des récits de voyage et il y a la découverte. Vous savez, c'est un éditeur qui est spécialisé dans plein de choses, mais ils ont une collection récits de voyage qui est pas mal du tout parce qu'ils ont les plus grands. Ils ont Marco Polo, ils ont Christophe Colomb et ils ont René Caillé, entre autres, hein. Il y a Mungo Part, il y a Jacques Cartier, il y a Cortés, il y a, enfin, si vous connaissez pas, c'est une collection incroyable. Et avant, c'était en poche, c'était vraiment à petit prix. Souvent, ils coupaient les livres en deux. Et maintenant, c'est en mi-format, souvent dans des coffrets. Et bon, ça coûte pas très cher et c'est disponible partout. Mais en tout cas, quand j'ai découvert cette collection, je me suis dit, ah ouais, donc il y avait vraiment le récit de la main de Caillé, quoi. Donc je me suis mis à le lire et c'était encore pire, bien sûr, encore pire dans le bon sens, que l'ouvrage de Frison Roche. Donc là, comme d'hab, hein, souvent le podcast, c'est quand je commence à ranger un peu ma bibliothèque. Et je faisais le tri et je me suis rendu compte que justement dans l'édition découverte, là, entre les poches du début et les mi-formats qui existent aujourd'hui, en fait, j'avais des doublons. Et je suis retombé sur Marco Polo et René Caillé. Et en fait, je suis retombé dans le bouquin, quoi. J'ai replongé ma tête dedans et c'est une histoire de fou. L'histoire de ce gars, là, René Caillé, c'est incroyable. Donc, si ça vous dit, je vais vous en parler un petit peu. Alors, notre ami René Caillé. Déjà, il date de quand? C'est quand sa découverte de l'Afrique, tout ça? Est-ce que c'était hier, avant-hier, il y a un an? Il est né en 1799 et il a eu une enfance plutôt malheureuse parce qu'en réalité, quelques mois avant sa naissance, son père, c'était un artisan boulanger, enfin un artisan, plutôt un ouvrier dans les boulangeries de l'époque. En fait, il se fait choper pour un petit vol de merde, hein, c'est à la Jean Valjean, hein. Et il prend plusieurs années de bagne, en fait. Et 4-5 ans après, en fait, il meurt au bagne. Donc, Caillé ne connaîtra jamais son père. Donc, il reste avec sa mère, et le problème, c'est qu'à l'âge de 11 ans, il perd sa mère aussi, qui n'avait que 38 ans. Donc, à l'époque, hein, quand on était pauvre, c'était vraiment la merde. Et finalement, lui et sa grande sœur sont recueillis par sa grand-mère. Mais en fait, il a la bougeotte, et comme il avait lu Willem Dafoe, il a tout de suite eu des rêves d'aventure, quoi, d'exploration. Donc, à 16 ans, sa grand-mère lui donne 60 francs de l'époque. Et avec ses 60 francs en poche, il part à pied. Euh, je crois que c'était à La Rochelle, je crois, le port le plus proche. En tout cas, il va vers l'océan. Et il essaye de. Il va à Rochefort, il va dans la ville de Rochefort. Et il essaye de se faire embaucher sur un bateau qui partirait au loin, quoi. Et sur quel bateau il tombe, en fait? Il tombe sur l'escadre de la Méduse. Vous savez, le fameux bateau qui a fait naufrage et qui a inspiré Jéricho pour son fameux bateau, son fameux tableau. Et ben en fait, il y avait quatre bateaux dans cette escadre, et lui, il monte à bord d'une de ses frégates. Heureusement pour lui, c'était pas la Méduse. Et la mission de cette frégate, c'était d'atteindre Saint-Louis, qui avait été une colonie française, qui avait été reprise par les Britanniques.
Et donc il y avait eu un traité à Paris entre les deux nations où les Britanniques acceptaient de la rendre en français officiellement. Et ils avaient donc pour mission d'y aller. Bon, quand ils arrivent à Saint-Louis, les Britanniques, ils n'ont pas envie de respecter le traité. Entre-temps, il y a eu le fameux naufrage de la Méduse. Euh, les quelques rescapés sont secourus par les autres bateaux, dont celui de Caillé. C'est comme ça qu'il y a eu les témoignages du naufrage et que Jéricho a fait son tableau. Et finalement, ils se retrouvent à Saint-Louis, au Sénégal, et ils savent pas trop quoi faire, quoi. Donc, comme lui, il avait envie quand même de voyage et d'exploration, il entend parler d'une expédition britannique justement qui partirait à l'intérieur des terres en Gambie. Mais en réalité, lui, il se rend pas compte qu'il y a 300 km entre l'endroit où il est et cette fameuse expédition. Mais avec d'autres de ses compagnons, ils se disent qu'ils peuvent les faire à pied. Donc à l'époque, ils n'avaient pas peur. Mais finalement, au bout de quelques jours, c'est le désert, c'est la chaleur, c'est le manque d'eau, donc ils abandonnent. Et ils ont de la chance parce que ils arrivent à se faire embaucher sur une, un navire de commerce qui va vers la Guadeloupe. Et en fait, comme c'est un navire de commerce et que ils se font embaucher comme matelots, c'est gratuit quoi pour eux. C'est ça qui compte en fait pour eux. Donc quand il est là-bas, il faut se rendre compte, hein, à l'époque il a moins de 18 ans, hein. Donc il arrive là-bas, il travaille à peu près pendant 6 mois et il continue à lire des récits d'explorateurs. Et parmi ceux-là, il y a le récit de Mungo Park, pardon. Et Mungo Park, il est dans cette fameuse collection de la découverte. C'était un des premiers explorateurs occidentaux, pareil, à avoir tenté de défricher un peu la terra incognita qui était l'Afrique. Et lui, il appelle ça un récit d'exploration au Niger, mais en fait, enfin parce qu'il parlait du fleuve, du moyen Niger, mais en réalité, c'est le Mali d'aujourd'hui. Donc en fait, ça le motive encore plus pour revenir en Afrique et pour recommencer à essayer de voyager à l'intérieur des terres. Mais bon, pour un petit gars de moins de 20 ans, à l'époque, c'est quand même dur. Donc, il se dit qu'il va rentrer en France, faire un peu d'argent et repartir en Afrique. Et ça prend du temps quand même à l'époque, tout ça, hein. C'est pas, il n'y a pas d'avion, les traversées elles durent plusieurs mois, donc entre guillemets, il perd un peu de temps. Et en 1817, donc il faut se rendre compte, il a à peine 18 ans, et il arrive à se faire embaucher dans une mission qui part à la recherche au Sénégal d'un prisonnier anglais. Et apparemment, il est important ce prisonnier pour les Français, et donc il y a une mission qui est organisée pour le rechercher. En fait, lui, c'est juste un prétexte parce que ça lui permet d'apprendre un peu plus la culture de l'Afrique de l'Ouest, en gros, ce qui l'intéresse, et la vie du désert, parce qu'en réalité, il est souvent dans le désert, il n'est pas dans l'Afrique équatoriale. Mais comme c'est un petit blanc qui n'a pas grandi en Afrique, et comme la plupart des blancs de l'époque, parce que, petite parenthèse, j'ai appris il n'y a pas longtemps que pourquoi en fait l'Afrique est restée si inexplorée jusque quasiment à la moitié du 19e siècle par les Européens alors qu'ils avaient commencé à coloniser tout le reste du monde. Euh, En fait, c'est parce qu'ils avaient calculé qu'avec le paludisme, la malaria, toutes les maladies, genre la moustiquaire, enfin toutes les maladies africaines, les établissements où les Européens s'implantaient, même sur la côte, au bout de 40 jours, il y avait plus de la moitié des gens qui mouraient en fait. Ils n'arrivaient pas à survivre aux conditions de vie africaines en fait, parce que leur organisme, il n'était pas adapté. En fait, c'est le revers de la médaille. Quand ils sont arrivés en Océanie ou en Amérique, le choc microbien a buté tous les indigènes. Bah là, c'était le contraire. C'était les blancs qui n'arrivaient pas à se faire au enfin pas au mode de vie, mais aux conditions de vie en Afrique. Et en fait, c'est que quand on a découvert la quinine que finalement, grâce à ça et ensuite aux autres découvertes médicamenteuses, qu'ils ont réussi un petit peu à s'adapter et à survivre aux conditions de vie africaines. Bon, bien sûr, à côté de ça, il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait le fait que souvent c'était soit le désert, soit des jungles inextricables, qu'il y avait quand même des peuples, des tribus assez guerrières. Donc ça n'a pas été facile pour les Français. Toujours étant, parenthèse fermée, durant cette mission, donc, qui dure longtemps, hein. Et peu de temps après, quoi, il est atteint par la fièvre, justement, on ne sait pas trop si c'est le paludisme ou une autre maladie du même genre, et ça l'oblige à rentrer à nouveau en France. Et là, vraiment, mal en point. Donc là, il repart aux Antilles parce que comme il avait été en Guadeloupe une première fois, il a gardé des contacts. Il arrive à travailler là-bas et comme à l'époque c'est quand même le commerce triangulaire,
les armateurs du coin le font rentrer à Bordeaux, où il arrive à travailler encore pendant un moment. Donc c'est beaucoup d'allers-retours pour l'instant, et en fait il a toujours pas réussi à faire ce qu'il voulait. Mais bon, il est jeune, il a à peine 21 ans. Donc le temps passe, il arrive à se refaire un petit pécule, à se refaire une santé. Et en 1824, il retourne au Sénégal. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et il envisage d'atteindre Tombouctou. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il en avait entendu parler, c'était un peu mythique à l'époque, Tombouctou. Et justement, à l'époque, la Société de géographie de Paris offrait une récompense de 10 000 francs au premier Européen à revenir de Tombouctou. Parce qu'à l'époque, on avait, justement, comme les Occidentaux euh, avaient plus réussi à s'implanter, entre guillemets, au Maghreb et dans le monde, disons, arabo-musulman d'Afrique, euh, ils avaient entendu parler de Sansa Moussa. Donc aujourd'hui, Sansa Moussa, on entend beaucoup parler. C'était le deuxième roi de l'Empire du Mali. Certains disent que ça a été l'homme le plus riche de l'histoire. En tout cas, toujours est-il que la fameuse histoire de son pèlerinage à la Mecque, quand il est parti justement du Mali pour atteindre la Mecque, quand il est arrivé au Caire, il avait tellement d'or, parce qu'à l'époque au Mali il y avait des mines d'or, qu'il en a tellement distribué que ça a dévalué l'or pour plusieurs années. Et donc c'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui, et à l'époque ça avait aussi marqué les esprits. Et tout le monde savait que Tombouctou avait fait partie de son empire, et même à un moment peut-être a été sa capitale. Donc il y avait justement une espèce de, comment dirais-je, de rêve eldoradien presque avec Tombouctou. Mais en fait, ce qu'il comprend, Caillé, avec ses précédents voyages et sa connaissance du désert et les maladies qu'il a chopées en Afrique, c'est que de toute façon, pour un blanc, un occidental chrétien, c'est impossible de passer la frontière de la côte, quoi. Ok, il y a des comptoirs en Afrique, il y en a qui commencent un petit peu à avoir des contacts, puis avec la traite qui a commencé déjà depuis un siècle ou deux, la plupart des Européens ont pris possession de comptoirs ou de ports sur la côte, mais de toute façon, ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Et lui, de toute façon, il ne sera jamais accepté. Surtout lui, il doit traverser le désert quoi, pour y aller. Donc, il a une idée, en fait. Il a une idée, il se dit, je vais aller chez... Comme Tombouctou, à l'époque, c'était encore une capitale de l'islam. Il se dit, bah, je vais apprendre l'arabe, je vais apprendre le Coran, et je vais me faire passer pour un pèlerin qui va à la Mecque. Comme ça, de toute façon, on me prendra pour un Africain du Nord, et c'est bon. Donc, comme il avait déjà été à la frontière mauritanienne dans son premier voyage, il avait entendu parler d'une tribu maure qu'on appelle les Brakna et qui était réputée dans cette région pour être les plus grands connaisseurs du Coran. Donc, pendant plus d'1 an, il va chez eux en fait et il apprend l'arabe, oui, et il apprend la religion musulmane et il apprend le Coran. Ce qui prouve quand même qu'il avait un esprit assez particulier parce que c'est compliqué d'apprendre tout ça en juste 1 an. En tout cas, il arrive à faire illusion parce qu'ensuite, quand il va dans les mosquées de Mauritanie ou du Sénégal, euh, en fait, il fait illusion. Les gens, ils le prennent même pour ce qu'on appelle un shir, quoi, quelqu'un qui a une vraie connaissance de la religion. Donc là, en fait, avec ce plan, il se dit qu'il peut atteindre, avec cette nouvelle identité musulmane, entre guillemets, il peut atteindre son but d'aller à Tombouctou. Donc il va voir le gouverneur du Sénégal et il lui explique sa tentative, sa démarche, mais à l'époque, en fait, ils s'en foutent, quoi. Ils y croient pas. Et même si, comme je vous l'ai dit, Tombouctou, c'est encore mythique, parce que par exemple, à part Sansa Moussa, il y a aussi, je vous en ai parlé une fois de ce voyageur arabe qui s'appelle Ibn Battuta, qui a fait le tour de tout le monde musulman, et qui était, je crois, au 15e siècle, et au 16e, et ensuite qui a écrit son voyage, c'est disponible chez la Pléiade. Et donc il avait parlé de Tombouctou, et à l'époque c'était vraiment une ville somptueuse. Mais pour l'instant, tout le monde se dit de toute façon c'est interdit aux chrétiens, on peut pas rentrer dans le domaine musulman, et c'est pas la peine. Donc il va en Sierra Leone, parce que les Français veulent pas de lui en fait, et là à cette époque-là c'est administré par les Britanniques, et les Britanniques en fait ils s'en foutent un peu de ce qu'il veut faire, mais il trouve du travail en tant qu'administrateur d'une plantation, et ça lui permet de gagner de l'argent, à l'époque 80 livres sterling, et avec ça il se dit qu'il pourra tenir toute la durée du voyage. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui était
assez courageux et assez, comment dire, il lâchait pas l'affaire, quoi, parce que il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup d'essais infructueux, son propre gouvernement en avait rien à faire de ce qu'il voulait faire, et il n'y a pas que ça, il est tombé malade, il a traversé l'Atlantique 2 ou 3 fois, et finalement, il apprend même une langue étrangère et une religion étrangère, tout ça pour atteindre son but. Donc finalement, il arrive à organiser son départ, et il part de Guinée en fait, en 1927, le 19 avril 1927. Et donc au début, il est plutôt du côté de l'Afrique équatoriale, quoi. Il est en Guinée, en Côte d'Ivoire, il remonte le fleuve, et tout le monde le prend donc pour un pèlerin. Mais en fait, dès qu'il va arriver au nord de la zone forestière, il va tomber malade du scorbut, et ça va le ralentir pendant un long moment. Et en fait, c'est l'équivalent des traversées océaniques, quoi. Vous savez, les matelots, pendant longtemps, ils mouraient du scorbut parce qu'ils n'avaient pas capté qu'il leur fallait des vitamines. C'est que quand ils ont commencé à prendre des citrons à bord des bateaux qu'ils ont survécu. Donc finalement, il arrive à s'en remettre et il entame sa traversée du désert. Et le truc, c'est que, en fait, ça va lui prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qu'il avait prévu. Mais finalement, il arrive à Tombouctou quand même, sain et sauf, le 20 avril 1828. Mais malheureusement, au moment où il arrive, la ville, ce n'est plus que l'ombre d'elle-même en fait. Elle a périclité, c'est même plus véritablement un carrefour marchand, elle est quasiment en ruine. Et en fait, il est super déçu, quoi. Quand on lit ses écrits, on voit que il voit les ombres de ce qui a été, ce qui fut. Mais le présent est pas très glorieux. Donc en fait, il reste un certain moment pour se reposer, puis pour quand même. Parce que, en fait, dans les pages de son Coran, justement, c'était à l'intérieur de ces pages qui glissaient les pages de son journal. Parce qu'il avait vraiment l'intention quand même d'écrire un récit. Donc, vu qu'il a atteint Tombouctou malgré tout, il décrit vraiment la vie de tous les jours à Tombouctou, l'architecture, tout ce qui se passe dedans. Et finalement, moins d'un mois après, le 4 mai, il se joint à une caravane qui va traverser le Sahara pour aller au Maroc. Et il atteint Fès, pardon. Et c'est finalement de là qu'il va partir à Tanger. Et le paradoxe, c'est que dans ses écrits, il dira que c'est Fès qui l'a le plus impressionné. Il dira que c'est finalement cette ville qu'il qualifie de la ville la plus belle qu'il ait vue en Afrique. Finalement, donc, de Tanger, il rentre en France. Et il, donc, il rend public son expédition. Il reçoit donc de la Société de Géographie le prix de 10 000 francs en or. Et la Légion d'honneur et une pension. Et il publie son journal en 1830. Donc après, il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas vrai, qu'il a affabulé, mais il a de la chance parce que, bon, c'est longtemps après quand même, hein, c'est en 58, il y a un Allemand qui va arriver à Tombouctou et qui va confirmer en fait ce qu'il avait dit. Mais ça va vraiment l'éprouver le fait qu'on le croit pas. Et de toute façon, lui, il meurt 20 ans avant, il meurt en 1838 parce que les maladies qu'il a contractées en Afrique, en fait, elles l'ont usé. Et il a dû rentrer avec du paludisme ou quelque chose comme ça parce que il n'a pas réussi à vraiment se remettre. Bon, finalement, il a quand même obtenu un domaine, la Légion d'honneur, et une vie entre guillemets agréable, mais comme souvent à l'époque, ce genre d'expédition avait laissé trop de traces et il est mort jeune. Bon, ça c'est vraiment un survol de son voyage, hein. C'était un préambule. Peut-être que c'était un petit peu ennuyeux pour vous. J'espère que non. Mais en fait, moi, pourquoi je voulais vous parler de cette aventure? Donc, comme je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, j'avais lu Abdallah, l'esclave de Dieu de Frison Roche. Pourquoi déjà il y avait ce titre? Parce que quand il est parti chez les Brakna et que donc il a appris l'islam et l'arabe, il a pris un prénom musulman. Et Abdallah en arabe, ça veut dire serviteur ou esclave de Dieu. Donc justement, ça faisait de lui quelqu'un de humble d'avoir ce prénom et en plus de se faire passer pour un pèlerin. Il avait vraiment compris la mentalité pour passer entre guillemets même pas inaperçu en réalité, pour avoir une bonne image. Et donc moi ce qui m'avait plu avec cette histoire, c'était déjà que bah, c'était un petit gars courageux,
C'était quelqu'un qui vraiment poursuivait ses rêves, quoi qu'il en coûte, parce que comme je vous l'ai dit au début, il est parti de rien, c'était pas un fils de bourgeois. Je vous parle souvent de Francis Burton, par exemple, qui est un des plus grands explorateurs de tous les temps. Et même si c'était quelqu'un de très courageux et de super intelligent, et valeureux, vigoureux, tout ce que vous voulez, il va parti de rien. C'était un fils de lord, il a été à Oxford, ensuite il a été officier de Sa Majesté, il a été consul, enfin je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Lui, il part vraiment de rien et il lâche pas. Et moi, ce qui m'avait plu, c'est que justement, c'était un petit gars qui s'était pas découragé. Il était très jeune. Il a essayé au début avec sa première expérience au Sénégal. Déjà, en plus, le truc de fou, il fait partie de la frégate de l'escadrille où il y a la Méduse là qui fait naufrage. Il essaye de faire 300 km à pied juste pour rejoindre une autre expédition. Il s'embarque pour aller aux Antilles. Il revient, il tombe malade, il repart encore en Afrique. Enfin, et tout ça, genre, entre 16 et 21 ans. Donc déjà, c'est incroyable. Ensuite, c'est le côté, j'allais dire, intellectuel du gars, mais pareil, rien ne le prédestinait. Il y a un petit gars du Marais Poitevin, là, euh, qui peut-être n'avait même pas un niveau d'éducation en français déjà, de base. Ben, rien ne le prédestinait à apprendre l'arabe, à apprendre l'islam, à apprendre le Coran, et en plus à être crédible ensuite, dans le monde africain, dans le monde saharien, et à se faire passer pour un savant de la foi. Et ça m'avait vraiment marqué quand j'étais plus jeune, parce que je m'étais dit, quand même, en plus de son courage physique, il a un courage intellectuel de fou. Et ensuite, comme Frison Roche avait apparemment vraiment lu déjà sa bio et sûrement plein d'autres biographies de, de cahiers, en fait, c'était les péripéties de son voyage qui m'avaient rendu dingue. Parce qu'au début, ça se passe plutôt bien. Tant qu'il est en Guinée, en Côte d'Ivoire, les gens le respectent. Il passe son temps là sur le fleuve. Et puis après, bon, quand il passe au niveau du Sahel, quoi, et après au Sahara, ça se complique un peu au niveau, juste parce que les conditions sont vraiment trop difficiles. À un moment, on le voit, quand il a atteint du scorbut, à un moment, il est tout seul. Il est tout seul dans le désert. Et moi, je savais pas ça, mais quand on a atteint du scorbut, parfois, il y a- il y a- il y a un problème osseux. Lui, par exemple, l'os de son palais, en fait, commençait à se désagréger. Et il y avait des esquilles osseuses qui transperçaient sa bouche, quoi, et il était obligé de les arracher. Les arracher tout seul dans le désert. Et il hurlait tout seul dans la nuit du désert, quoi. Et d'ailleurs, après, il y a des témoignages qui disent que son visage s'était affaissé. Même quand il était arrivé en France, euh, bah, une des séquelles qu'il avait, c'était que son visage, en fait, il était plus trop symétrique parce que une partie des os de son palais, en fait, bah, n'existait plus. Et moi, déjà, je savais même pas que c'était possible que les os du palais puissent se désagréger à cause du scorbut. Et il était tout seul, vraiment. À un moment donné, parce qu'au début, il faisait partie de caravane, mais il avait eu des problèmes. Et à un moment, il s'est retrouvé vraiment tout seul. Donc après, il a réussi à rejoindre une autre caravane qui l'a mené à Tombouctou. Mais pareil, quand il arrive à Tombouctou, en fait, c'est la désillusion totale. Le mec, ça faisait quasiment 10 ans qu'il se dévouait corps et âme à ce projet. Et pour lui, c'est comme si arriver à Bagdad à l'époque des Mille et une Nuits, où je vous dis, c'était un rêve d'Eldorado, l'équivalent des cités d'or, quoi, pour les conquistadors. Et quand il arrive là-bas, en fait, j'allais dire une ville de province, mais même pas, c'est vraiment une ville au milieu du désert, envahie par le sable, qui a encore une aura prestigieuse, parce que justement, il y a encore des écoles coraniques qui ont des manuscrits qui datent de 3 ou 4 siècles. Il y a encore quelques caravanes qui passent par là, justement, pour aller soit vers l'Orient pour le Maghreb, soit vers les quelques villes avec lesquelles elles font encore du commerce, par exemple au Maroc ou en Algérie, mais c'est pas du tout le faste d'antan, quoi. C'est une ville un peu morte, et d'ailleurs elle le décrit très bien, quoi. Il décrit les habitants qui sont pas très riches, il décrit la poussière, il décrit le sable, il décrit l'ennui surtout aussi. C'est pas une ville où il se passe grand chose, et d'ailleurs il y reste moins d'un mois. Et ça, pareil, faut être fort pour supporter une telle désillusion quand c'est l'œuvre de sa vie, quoi. Et donc après, ce qui m'a épaté, c'est que bon, il se remet en route, il a des séquelles un peu de son voyage, il arrive au Maroc, et il a de la chance, c'est que l'administrateur slash gouverneur marocain français de l'époque, euh,
en fait, respecte ce qu'il a fait. Lui aussi, apparemment, c'était une espèce d'orientaliste ou de géographe, hein. En tout cas, quelqu'un qui se piquait d'intérêt pour l'Afrique, quoi. Et donc, quand il lui explique ce qu'il a fait, il le prend tout de suite en sympathie, il l'héberge pendant longtemps. Comme je vous ai dit, il commence à découvrir une autre facette du monde africain, c'est celle de l'Afrique du Nord, quoi, qui n'a rien à voir avec le sud du Sahara, c'est autre chose, c'est un monde différent. Et là, par contre, il reprend courage et il retrouve, entre guillemets, un peu d'émerveillement d'explorateur, parce qu'il ne connaissait pas le monde berbéro, arabo, musulman, quoi, d'Afrique du Nord. Donc il reprend un peu du poil de la bête, et encore une fois, quand finalement. Alors que, surtout, Frison Roche, il nous fait comprendre que l'administrateur, là, il lui fait comprendre, tu sais, tu peux rester au Maroc, t'auras une carrière et une vie qui t'iront plus que la France. En fait, il lui fait comprendre, une fois que t'as connu le désert et une fois que t'as connu l'Afrique, même si t'as envie de rentrer chez toi, tu te sentiras plus à l'aise en France, quoi. Mais bon, lui, il a quand même le désir de reconnaissance, donc il fait la traversée, il repart en France. Bon, la société de géographie le croit sur parole. Enfin, il a tellement de témoignages, il explique tellement ce qui lui est arrivé qu'on ne peut pas dire qu'il l'a pas fait. Donc, comme je vous dis, il a la Légion d'honneur, il a une pension, il a les 10 000 francs qui étaient promis par la Société de géographie de Paris, qu'il doit néanmoins symboliquement partager avec un Anglais qui, lui, en fait, était arrivé à Tombouctou un peu avant lui, mais en tant qu'esclave, en fait, et qui était mort là-bas, apparemment, ou qui était mort sur le retour. Donc, en fait, pour obtenir la bourse, il fallait revenir, survivre au voyage. Mais bon, comme il y a eu des témoignages qui disaient qu'il était arrivé, symboliquement, pour être fair play, quoi, en gros, il partage la bourse avec lui. Bah, bon, c'est pas très grave parce que ça lui permet de s'acheter un domaine là sur ses terres poitevines apparemment et commence la rédaction justement de son voyage, plus des récits un peu anthropologiques justement sur les Brakna, sur la vie au Sénégal, etc. Mais très vite, comme je vous le disais, il y a des gens, des voix qui s'élèvent contre lui et qui disent que c'est pas vrai. Et à un moment, il y a une phrase, il dit, bah, tous ceux qui, comme moi, ont été loin de leur pays et qui ont douté du retour, euh, bah, en fait, ont le cœur brisé quand, lorsqu'on revient, on les prend pour des affabulateurs. Et en plus, comme je vous l'ai dit, malgré tout, il était quand même affaibli et amoindri par son voyage. Et ça l'usait encore plus en fait. Il le disait lui-même, il disait que ça lui faisait plus mal que les rigueurs du voyage en réalité. Tous ces colibets, toutes ces suspicions à son égard. Et il n'aura pas vécu assez longtemps pour avoir, comme je vous disais, le témoignage de l'Allemand là, qui disait que non, c'est bien vrai tout ce qu'il avait dit. En tout cas, il est mort à 38 ans euh, de l'usure du voyage, là, des séquelles des maladies qu'il avait contractées en Afrique. Et c'est une vie brève, quoi, mais intense. Et quand on lit vraiment ses textes à lui, bien sûr c'est plus détaillé que le roman de Frison Roche, mais quand on lit ses textes, on se rend compte que c'était l'œuvre de sa vie ce voyage. Il a mis tout son cœur et c'était le rêve d'un enfant qu'il a réussi à réaliser, mais ça l'a consumé en réalité. Comme, comme beaucoup d'explorateurs, hein. Souvent je vous en parle dans les podcasts, parfois en parenthèse, ou parfois c'est vraiment, comme je sais pas, je vous ai parlé de l'usage du monde, ou comme je vous dis, je vous ai parlé souvent de Burton, parce que je trouve qu'il a une vie de fou, et un jour je ferai un podcast de 5 heures sur lui. Mais ce qui est fort en fait avec ce René Caillé, c'est que il est sorti de nulle part. J'allais dire il a été nulle part, non, enfin, pour lui, quoi, je veux dire, son rêve finalement ça a été d'arriver nulle part, parce que Tombouctou c'était mort, mais les moyens qu'il a mis en œuvre pour y arriver, l'ingéniosité qu'il a mis en œuvre pour y arriver, l'érudition à la fin qu'il en a tiré, bah, c'est un destin extraordinaire en réalité. C'est un destin extraordinaire. Et le truc, c'est que, comme je vous dis, moi j'ai appris son histoire par le biais de deux œuvres différentes, un roman et sa biographie. Bah, finalement, ça a croisé les infos. Et dans le roman, il y a un peu plus de merveilleux en fait, et un peu plus de souffle, parce que justement, c'est une histoire quoi, qui nous emporte. Donc ça fait rêver. Et par contre, quand on lit sa bio, on déchante un peu parce qu'on se rend compte des conditions du 19e siècle, quoi. Et
Justement, c'est ce qui fait qu'on l'estime encore plus et qu'on respecte encore plus ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a souffert toute sa vie. Il a souffert toute sa vie. C'est horrible. Enfin, 99,9% des gens auraient abandonné dès le premier voyage. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est cool de rendre hommage à ce petit gars bien de chez nous, à René Caillé, que beaucoup de gens ont oublié, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. Euh, En farfouillant un peu sur sa vie, j'ai appris que sa ville, justement, d'origine, là ou en tout cas où il est mort, organise encore, je crois, chaque année une bourse d'aventuriers. Et apparemment, c'est le seul endroit où on se rappelle encore de lui. Et souvent, comme souvent d'ailleurs, à l'étranger, il est un peu plus connu qu'en France, notamment en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a une grande tradition des récits d'explorateurs. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de René Caillé. Alors excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast et ça a dû se sentir, ça a dû être laborieux un petit peu comme podcast. Le ton de ma voix, tout ça. Je pense que j'ai dû vous ennuyer un peu, mais bon, soyez indulgents avec un mec qui revient dans Podcastland. Et si ça vous a plu malgré tout, essayez de faire découvrir ce podcast. Mettez des étoiles, des pouces, abonnez-vous et parlez de René Caillé. Hmm. Salut les mangeurs de livres.